Ok, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a des participants qui arrivent à la salle de participation. On vous remercie pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Moi, je m'appelle Elisabeth Colucci. Je suis la coordinatrice de l'initiative HAQUA 2. Hakwa, c'est peut-être une initiative que vous connaissez ou peut-être pas. C'est financé par l'Union européenne dans le cadre du partenariat avec l'Union africaine. C'est une initiative qui appuie le développement des systèmes nationaux d'assurance qualité en Afrique et l'application et la mise en œuvre des outils et des cadres continentaux pour harmoniser l'éducation supérieure en Afrique. Le sujet du webinaire aujourd'hui est pourquoi l'évaluation externe de mon agence nationale d'assurance qualité est-elle importante? Perspective de l'Afrique francophone dans HAQUA 2. C'est un webinaire qui est co-organisé avec HAQUA 2 et le RAFANAC, un réseau important d'assurance qualité en Afrique francophone. Et ce webinaire a les objectifs de diffuser et discuter les résultats et les recommandations des évaluations externes des agences d'assurance qualité dans 6 pays francophones et de parler des pas à suivre dans le développement des systèmes nationaux et l'harmonisation de l'éducation supérieure et la qualité de l'éducation supérieure en Afrique. Je voudrais vous donner quelques instructions techniques avant de passer la parole à notre président de la session aujourd'hui. C'est un webinaire qui va être diffusé en ligne après aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas vous donner la parole, les participants, mais vous pouvez contribuer vos commentaires dans le chat et dans le Q&A. Si vous écrivez dans le Q&A, les panélistes pourraient vous répondre directement. Donc, on vous conseille d'écrire vos questions dans le Q&A. Et toutes les réponses et les questions et les commentaires et les idées sont bienvenues. On vous encourage aussi de réfléchir sur l'avenir de ce processus dans votre pays et l'importance pour les parties prenantes, parce qu'on sait déjà qu'on aura plus d'opportunités dans l'avenir proche de continuer avec les évaluations des agences et de continuer à articuler les agences d'assurance qualité en Afrique avec les buts d'harmonisation. Ceci dit, j'aimerais passer la parole à notre président de la session, qui est aussi le président de l'agence ANAQ-Sup au Sénégal et qui est aussi actuellement le président du réseau RAFANAC, donc une personne très importante pour nous, Prof. Lamine Gueye. C'est à vous. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, j'active ma vidéo, mais elle ne se désactive pas. Hein. Ok, on va l'activer de notre part. Vous pouvez continuer, on va l'activer de notre part. Merci, merci. Je voudrais saluer l'ensemble des participants à ce webinaire dont l'objectif est d'échanger sur l'évaluation des agences d'assurance qualité, mais sans doute aussi des missions de conseil, d'accompagnement des pays qui n'ont pas encore mis en place leur agence, mais qui ont une structure en charge de l'assurance qualité, voire même de la mise en place de l'agence. Donc, saluer tous les hauts responsables de l'assurance qualité de l'Afrique francophone qui sont invités et d'autres personnes ressources qui sont en ligne avec lesquelles nous avons l'objectif d'échanger sur ce qui a été fait sur cette activité très importante du projet HAQUA 2. Donc, merci vraiment le projet HAQUA au Bréal d'avoir organisé cette rencontre. Co-organisé, je peux dire, parce que c'est avec le RAFANAC, dont je suis le président, professeur Lamine Gueye. Je suis aussi le secrétaire exécutif
de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal. Par ailleurs, vice-président d'Afrique One, qui est, vous le savez, le réseau africain d'assurance qualité. C'est un plaisir donc, au nom du RAFANAC, le réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité, de venir apporter notre modeste contribution à ce webinaire. Cela rejoint exactement les objectifs de notre réseau qui, en premier, travaille dans la promotion de l'assurance qualité dans les pays francophones d'Afrique, et quelle que soit la position de ces pays. Et c'est pour cela, en fin de compte, que nous fédérons une bonne partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont mis en place leur agence nationale, mais aussi l'Afrique du Nord et jusqu'au Burundi même, dont le vice-président a certainement, peut-être qu'il le suit, ou alors il a eu un empêchement parce qu'il fait partie du bureau du RAFANAC. Le professeur Oulare est parmi les panélistes, donc il est le troisième membre du bureau du RAFANAC. Cela va donc en droite ligne des objectifs du RAFANAC, qui est de travailler pour fédérer les forces au niveau des pays d'Afrique francophone afin de propulser l'assurance qualité parmi les premières priorités de nos responsables des établissements d'enseignement supérieur. C'est un réseau assez jeune, mais qui, en fin de compte, arrive à atteindre ses objectifs parce que le bureau se réunit régulièrement, mais surtout, nous échangeons. Et évidemment, un réseau dans lequel il y a des échanges sur les questions pertinentes sur l'assurance qualité arrive à faire quelques progrès. Cela aussi grâce à nos partenaires, dont le projet Aqua, mais aussi l'AUF, l'UNESCO aussi nous a soutenus. De même que nous travaillons dans certaines activités avec le DAD, qui, vous le savez, travaille pas mal aussi sur l'assurance qualité. Ce qui fait que les bonnes pratiques sont partagées dès que les opportunités se présentent. Et ça, le projet Aqua 2 nous a donné beaucoup d'opportunités, mais aussi les rencontres annuelles que le RAFANAC a eu à organiser chaque année. Nous échangeons aussi des experts, nous échangeons aussi des données d'évaluation, ce qui, vous le savez, est majeur aussi dans ce contexte où on parle de reconnaissance mutuelle, mais aussi de faciliter la mobilité des diplômés dans ce monde, mais aussi dans cette région de l'Afrique. Voilà donc brièvement pour vous présenter les objectifs, les activités du RAFANAC. Notre propre contribution se fera par l'intermédiaire des panélistes, notamment concernant les évaluations d'agence, parce que une bonne partie des panélistes sont des membres du RAFANAC. Voilà, Elisabeth, j'aurai l'occasion de revenir maintenant de manière plus approfondie. Présentation qui suit, qui concerne l'importance d'évaluer, de se faire évaluer quand on est Agence nationale d'assurance qualité et quel apport stratégique. Voilà. Je pense que sans tarder, hein, oui, je peux enchaîner, Elisabeth? Oui, 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 allez-y. Je viens de partager la présentation. Donc, d'avoir préparé pour que je puisse vous partager avec vous quelques idées. C'est en fait, en fin de compte, une présentation introductive parce que les collègues vont intervenir tout à l'heure de manière plus spécifique concernant leur pays. Donc, de façon assez générale, je vais essayer de vous donner les idées pertinentes concernant l'importance stratégique des agences, des évaluations d'agences pour le développement des systèmes d'assurance qualité en Afrique francophone. Allez-y. Je commencerai d'abord par vous, allez-y, celui qui pilote les diapos. Voilà, d'abord vous retracez un petit peu cette dynamique actuelle de l'assurance qualité en Afrique francophone. Je pense que c'est une bonne dynamique qui se caractérise par la création accrue de structures nationales d'assurance qualité ces dernières 10 années,
notamment au Sénégal, en Guinée, au Mali, en RD Congo, en Mauritanie, au Niger, au Burundi, au Maroc, mais aussi des pays qui sont en bonne voie pour en créer ou qui ont créé des structures qui pilotent déjà la politique d'assurance qualité de leur gouvernement. Je voudrais citer, sans être forcément exhaustif, hein, dès qu'on cite, on en oublie, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burundi, le Burkina Faso. Et tout récemment, il y a eu des évolutions intéressantes. Sans doute, les responsables vont y parvenir. Pour certains pays, l'agence est quasi mise en place. Plusieurs évaluations institutionnelles se sont faites et des évaluations de programme. Donc, ça donne un vécu, ça donne une certaine expérience au niveau national, une certaine reconnaissance pour la plupart des agences. De nombreuses formations et renforcements de capacités ont été faits dans chaque pays aussi, hein, par des réunions qui parfois sont nationales, parfois internationales, mais ont ciblé les principaux acteurs de l'assurance qualité dans ces pays. De même, on a eu l'opportunité de bénéficier de programmes majeurs, hein, de développement de l'assurance qualité en Afrique francophone, hein, notamment les deux qui ont permis d'élaborer et de disséminer les ASG-QA. Et vous le savez bien, ce sont des facteurs extrêmement importants dans l'assurance qualité, aussi bien l'interne qu'externe. De même, la collaboration avec des partenaires internationaux ont permis d'organiser des rencontres internationales pertinentes pour échanger, notamment encore les projets AQUA, l'AUF, l'Association des universités africaines, qui a fait beaucoup de travail au niveau des universités, mais aussi le RAFANAC. Le RAFANAC a été créé justement dans ce sens pour créer une synergie, une même dynamique au niveau des pays d'Afrique francophone. Et nous avons élaboré un plan d'action qui est mis en œuvre depuis 3 ans. Et justement, parmi ces plans d'action, nous parlons de renfort des agences nationales d'assurance qualité, mais aussi nous avions bien prévu d'inciter les agences à aller vers une. D'ailleurs, c'est une dynamique intéressante qui se passe en Afrique francophone, qui se passe aussi ailleurs, hein, en Afrique lusophone, en Afrique anglophone. Et en fin de compte, un projet bien porté par l'Union européenne, l'Union africaine, et pour lequel AQUA était au cœur du système, c'est ce projet de l'Agence panafricaine d'assurance qualité, dont la mise en place est évidemment très attendue par l'ensemble des autorités qui s'activent dans l'assurance qualité. Diapositive suivante. Alors, quels ont été les impacts? Je crois que c'est ça qui est important. Les impacts commencent à se sentir, hein, bien que l'élaboration des politiques d'assurance qualité, mais aussi la démarche en assurance qualité dans le système d'enseignement supérieur est relativement récente en Afrique francophone. Cependant, on peut y noter un développement réel de l'expertise en assurance qualité dans notre zone d'Afrique francophone, un développement de la culture de l'évaluation dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi un développement de l'assurance qualité interne en réalité. Vont ensemble et chacun de nous, responsable d'agence ou travaillant vraiment dans l'assurance qualité, se rend compte que l'assurance qualité est en train d'installer et que les gens se posent de moins en moins de questions sur l'implémentation de l'assurance qualité. Au début, comme partout, dans chaque pays, c'était conçu comme une sorte de police ou de gendarme. Je crois qu'en 2022, 2023, ce n'est plus le cas. La culture est en train de s'installer. Il y a en plus de cette culture de l'évaluation dans l'enseignement supérieur, il y a un véritable développement de la culture de l'assurance qualité et son institutionnalisation. Et ça, c'est majeur, je pense. Les textes qui régissent l'enseignement supérieur ont bougé dans nos pays. Quand on regarde avant l'avènement de cette dynamique assurance qualité, vous pouviez examiner les textes régissant les universités publiques, privées. Vous pouviez regarder les textes régissant
les ministères de l'enseignement supérieur, mais vous pouviez ne pas trouver du tout l'expression assurance qualité. Ça, c'est très clair. Avant les années 2012-13, cette expression n'y figurait pas. Parfois même, le terme qualité n'y figurait pas. Et ce n'est plus le cas. Beaucoup de pays ont revu leur texte pour permettre d'institutionnaliser. Et c'est ça qui est majeur, c'est ça qui va dans la durée. Quand les textes réglementaires ne bougent pas, vous savez que la dynamique est entravée tout le temps. Mais quand les textes bougent, donnent de la légitimité à la politique entreprise, donnent de la légalité aux actions posées, mais les changements se font. Et c'est ça qu'on a noté. De même, il existe maintenant dans nos pays des outils de témoignage continu de la qualité dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est majeur. Ça s'adresse à la communauté. Ça s'adresse à la communauté parce que, en fin de compte, qui travaille dans l'assurance qualité travaille pour les produits. Les diplômés de l'enseignement supérieur travaillent pour les familles et évidemment fait une reddition des comptes aux autorités. Et ça, je crois que les pays ont mis en place des outils. Et qualité a pour finalité d'avoir une amélioration continue de la qualité dans l'enseignement supérieur. Par contre, les échanges d'experts, il n'y a pas de question à se poser. Chacun de nous l'a documenté. Échange d'experts, échange de bonnes pratiques, c'est une réalité maintenant au sein du RAFANAC, au sein des pays d'Afrique francophone. Allez-y, diapositive suivante. Alors, quel est l'impact maintenant, l'importance de l'évaluation des agences en Afrique francophone? Évidemment, il y a une bonne mise en œuvre. Hein. D'ailleurs, la palette de panélistes qui vont parler tout à l'heure montre que les projets Aqua y ont bien travaillé, couplés en cela à des visites conseils. Quelle est l'importance stratégique? Je crois que l'une des premières importances, c'est d'adopter une bonne pratique. Quand on est dans la démarche qualité, toute bonne pratique doit être adoptée et appliquée en son sein, parce qu'on est dans la qualité. C'est en fin de compte, même si c'est libre d'y adhérer ou de ne pas adhérer, c'est en fin de compte une démarche quasi obligatoire. On ne peut pas se permettre d'avoir une agence qui évalue la qualité dans un système aussi stratégique que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans certains pays et se dire, je ne vais pas moi-même me faire évaluer. Donc, c'est implicitement, c'est une obligation, même si, heureusement, par la démarche, on laisse chacun choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Donc, sur le plan moral déjà, et moral entraîne une position presque obligatoire, une position stratégique, il est majeur d'y aller. Mais aussi, cela entraîne la reconnaissance internationale. On a beau avoir une bonne réputation nationale, si on ne se fait pas évaluer à l'international, on n'a pas, comme on a l'habitude de le dire, d'éléments de preuve pour dire qu'on est bon. C'est une reddition des comptes qui aussi est quasi obligatoire, reddition des comptes vis-à-vis des autorités de son pays, mais reddition de comptes vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du système, aussi bien les étudiants, les familles, les entrepreneurs, mais aussi les partenaires. Et c'est se soumettre à un jugement par les pairs. Et quoi de plus intéressant dans le système d'enseignement supérieur, hein, de se faire juger par les pairs. Ça, c'est notre tradition. Et ce n'est rien d'autre que ça. Sur la procédure, évidemment, quand on se fait évaluer, quand on est agence nationale, qu'on se fait évaluer par un comité international, mais ce sont des pairs. Ce sont des pairs à l'international qui viennent voir, hein, qui viennent relever des forces et des faiblesses et donner des recommandations. C'est aussi, sur le plan stratégique, renforcer sa crédibilité. Évidemment, une agence nationale n'a de sens et de pertinence que si elle est crédible. Et je crois qu'avoir une évaluation, avoir les conclusions de cette évaluation, avoir les recommandations, ça renforce réellement
la crédibilité d'une agence. Mais aussi, c'est l'opportunité d'échange de bonnes pratiques avec tous ces experts bien expérimentés qui viennent, qui regardent, qui échangent avec les parties prenantes. C'est une bonne opportunité d'échange de bonnes pratiques. D'ailleurs, dès la préparation de cette évaluation externe d'une agence, les échanges de bonnes pratiques sont en train de se dérouler parce qu'il faut avoir un document d'auto-évaluation recevable. On a déjà eu de bonnes pratiques, donc on a déjà corrigé certaines choses avant que le comité international ne vienne. Évidemment, le rapport va mettre en évidence des forces et surtout des faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant. On peut faire des résultats, mais c'est normal. J'ai l'habitude de dire qu'une agence qualité s'inscrit dans la qualité, mais est elle-même dans la qualité. Donc, avoir des forces, c'est presque évident. Mais surtout, se faire regarder par quelqu'un d'autre des faiblesses et vous permettre de corriger ces faiblesses pour s'améliorer, il n'y a rien de tel. Ça, je crois que c'est aussi majeur. Et évidemment, toute évaluation finit par des recommandations. C'est l'opportunité d'avoir des recommandations et de les mettre en œuvre. Et c'est ça qui crée l'amélioration des contenus. On peut être très bon, avoir des conclusions élogieuses, mais il y a toujours des recommandations. Et évidemment, quand on applique ces recommandations, on quitte un point A pour aller à un point B qui est plus haut que le point de départ quand on faisait l'évaluation de son agence par un comité international. Voilà, allez-y, je voudrais, avant de finir, vous donner quelques exemples de notre agence qui a été, l'ANAQ-Sup, qui a été évaluée en 2018. Donc, vous voyez que c'est ancien, c'est dans le cadre du projet Aqua 1. Et juste vous prendre les recommandations sans revenir sur les avis des experts externes, avis qui ont été assez favorables, très favorables même, hein, mais ce qui importe pour nous, c'était surtout d'avoir cet avis favorable, mais des recommandations. Donc, je reprends quelques recommandations pour vous dire qu'est-ce que ça a apporté à l'ANAQ-Sup assez rapidement. Premier élément, accélérer le processus de développement du plan stratégique de l'ANAQ-Sup. Mais ça a été pris en charge et immédiatement, en 2019, l'ANAQ-Sup s'est attaqué à son plan stratégique, l'a finalisé, l'a fait valider par son conseil scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement du Sénégal a, en même temps, à cette période de finalisation du plan stratégique, implémenté un contrat de performance avec l'ANAQ-Sup. Augmenter le nombre d'évaluateurs externes, nous y sommes attelés. Nous avons augmenté de manière sensible les évaluateurs externes et augmenter le nombre de formations données à ces évaluateurs externes. Renforcer les capacités des évaluateurs externes, notamment les évaluateurs cooptés et les responsables de SIAC. Ça, c'est passé par des renforcements de capacités que nous avons organisés pour mettre en œuvre cette recommandation qui a été en fin de compte totalement mise en place, cette recommandation, en moins de 2 ans. Augmenter la périodicité des réunions du conseil scientifique. Nous avons accru le nombre d'évaluateurs, nous avons accru le nombre d'évaluations et forcément le nombre de réunions du conseil scientifique aussi s'est accru. Et il est intéressant de noter que malgré la COVID, nous avons trouvé les moyens de réunir notre conseil scientifique. On n'a eu aucun retard de la réunion du conseil scientifique parce que nous avons fait cela en ligne sans qu'il y ait du retard. Augmenter les effectifs, nous y sommes. Hein, ceux qui connaissent l'ANAQ, certains responsables d'agence viennent en manquer chez nous. On a augmenté, ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faut beaucoup d'effectifs, mais nous n'avons pas encore fini. Et je pense qu'on pourra bientôt augmenter encore. Mais nous avons recruté ces dernières années des responsables de division, mais aussi des agents évaluateurs. Et enfin, le dernier point, donner à l'ANAQ des recommandations pour la diffusion dans le grand public et auprès des décideurs, auprès des étudiants de nos rapports, mais aussi de servir de plateforme pour que les gens accèdent
aux informations détenues par l'ANAQ-Sup. Ça aussi, nous l'avons réglé par un site web puissant, hein, qui a été relooké et rendu extrêmement convivial. Maintenant, quand on est sur le terrain, nous donnons juste le site de l'ANAQ-Sup et les gens y accèdent. Séance tenante, les gens lisent et réagissent vis-à-vis de ce qu'on vient de dire. Voilà donc pour vous donner concrètement un exemple de résultat d'une évaluation de notre agence qui a été une des pionnières à se faire évaluer. Diapositive suivante pour finir et conclure. Donc, j'insiste, et ça vraiment c'est le message du RAFADAC tout le temps, nous insistons sur la nécessité de mettre en place les agences nationales d'assurance qualité, qu'ils portent cette politique très intéressante d'assurance qualité. Que ces agences, évidemment, ont la grosse opportunité de s'aligner sur les AEG QA, d'appuyer aussi leur politique d'assurance qualité interne. Et que toute agence nationale qui acquiert une certaine maturité, une certaine expérience, se soumette à l'évaluation par un comité d'experts internationaux qui apporte beaucoup grâce aux recommandations qui sont émises après chaque évaluation. Voilà, chers collègues et chers participants, ce que je voulais vous apporter comme propos introductif à ce webinaire avant d'aller vers le panel. Voilà, Elisabeth. Bah, très bien, merci beaucoup. Je voudrais rappeler aux participants dans la salle qui pourraient partager leurs questions dans le Q&A et dans le chat et que les panélistes pourraient aller directement au Q&A pour répondre à vos questions. Et on va voir si on peut prendre quelques questions au panel tout à l'heure. Si Prof. Gué, vous voudrez procéder à la présidence du panel, on pourrait commencer. On a aujourd'hui un panel très distingué des directeurs, secrétaires généraux des agences nationales d'assurance qualité de 6 pays. Oui. Et je voudrais maintenant passer à cette partie du webinaire. Donc, je passe la parole de nouveau à vous, Prof. Gué, pour présenter le panel et les laisser prendre la parole. Je voudrais aussi rappeler au panel que maintenant, vous devriez pouvoir... Merci beaucoup, Elisabeth. Vous devrez pouvoir partager vos écrans. Donc, vous devrez pouvoir partager votre vidéo. Si ça devrait marcher maintenant. Ah, ça ne marchait pas tout à l'heure. Ah, ouais, je croyais que ça avait marché même. Bon. Attendez, alors. C'est bon? C'est bon, merci. Voilà, alors, donc nous allons commencer le second panel. Je pense que le briefing qui a été envoyé... Je n'arrive pas à ouvrir ma caméra. Non, non, mais quand tu prendras la parole, cher ami, ou alors ils vont le faciliter parce que certains panélistes sont déjà effectivement... C'est bon? Alors, donc, Alès, il faut s'occuper de la question de Alès le temps qu'on démarre. Voilà, Si nous la allons... caméra est ouverte seulement pour le présentateur, pas de problème. Ça va venir, cher ami, ça va venir. Bon, malgré ça, ce que je vais demander quand même, c'est que chaque panéliste éteint son micro et quand on lui donne la parole, il ouvre son micro. Alors, l'objectif de cette session, donc, c'est d'échanger sur les impacts des évaluations d'assurance qualité et aussi de visite conseil, projet, une activité qui a été initiée dans le cadre du projet Aqua 2. Et je pense que c'est une activité qui s'est bien déroulée. Nous avons suivi ça de près, aussi bien comme membre du RAFANAC, mais tout simplement comme membre de l'assurance qualité. Alors, 2 questions majeures ont été soulevées et les orientations données aux panélistes vont permettre d'avoir des réponses.
quelle est la prochaine étape dans le développement de votre système national d'assurance qualité? Comment cela affectera-t-il les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants? Deuxième question, pour les parties prenantes nationales dans votre pays, quel est le message principal du processus de révision de l'agence que vous aimeriez transmettre et pourquoi les normes continentales comme les AEG-QA sont importantes? Alors, nous allons donner la parole au premier panéliste qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est le professeur Jean-Sylvain Boni. Bonjour Boni, directeur général de la qualité et des évaluations au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Professeur Boni, vous avez la parole, donc vous pouvez mettre votre micro, vous pouvez aussi mettre votre vidéo. Et votre présentation, je pense qu'Elisabeth va nous permettre de la voir. Effectivement, je la partage maintenant. Parfait, merci. Professeur Boni, c'est OK pour vous? Alors, Boni n'apparaît pas encore. Professeur Boni. Bon, c'est OK pour moi. Ah, il y a un problème de son. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Non, non, c'est saccadé, Boni. C'est saccadé. C'est saccadé. Le son est très haut, mais c'est saccadé. Ce n'est pas régulier. Oui, il y a un problème. On dirait qu'il y a un problème de débit. Hein. À moins qu'on vous suggère. D'ailleurs, vous avez coupé votre vidéo déjà. Hein. Peut-être que. Est-ce que. Non, ce n'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon, professeur Boni. Président, prenez le suivant, surtout. Oui, oui, non, En attendez. attendant que les réseaux sont prêts. Boni, donc on vous conseille d'essayer pour avoir un meilleur réseau. Je vais passer au panéliste suivant en attendant que le professeur Boni nous règle cette question. C'est Madame Samira Chadir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l'Algérie. Monsieur le président de séance, est-ce que vous m'entendez? Allô? Samira. Est-ce que Samira est en ligne? Vous ouvrez votre micro, madame. Je suis en ligne. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette journée, ce webinaire, cette importante rencontre. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai que je suis dans la coopération, je coordonne un peu les actions de coopération, notamment ce qui concerne l'assurance qualité à l'échelle africaine et toute cette opération de l'AQUA. Et donc, je vous... Madame Samira, Madame Chader. Il y a quelques coupures. Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Oui, Boni, je vous entends, mais on avait déjà donné la parole à Samira. D'accord. On revient à vous tout à l'heure. Samira, allez-y. Samira aussi a un problème. Mais... Samira, pourtant son micro est ouvert. Bon. Donc, elle est en stand-by. On va mettre en stand-by Samira. Professeur Boni, si vous êtes toujours en ligne, parce que tout à l'heure, ça marchait bien, ouvrez votre micro. Professeur Boni. Oh. Oui, j'ouvre mon micro. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, maintenant, c'est beaucoup mieux. Non, c'est parce qu'il y avait un partage un peu excessif de connexion là, au niveau de mon service.
Donc, j'ai Allez-y. dû dire de… Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais remercier, je sais que j'ai quelques minutes seulement, 5 minutes, il semble, mais je voudrais quand même remercier Aqua 2, remercier Obréal, remercier Enqua, remercier toutes les structures, notamment le Rafanac également, qui ont bien voulu nous associer donc à ce partage d'expériences et surtout à l'évaluation externe qui a eu lieu il y a quelque temps déjà. Diapo, je voudrais, dans ce cadre-là, diapo, dire que effectivement, sur cette diapo, là, vous voyez bien défi. Hein, vous voyez défi, évaluation externe. Pour nous, en tant que direction de la qualité des évaluations, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que dans le cadre à la demande donc, de la direction générale de la qualité d'appui a été effectuée donc, du 25 au 28 juillet par 3 experts internationaux. Hein. Et je précise que toutes les procédures de visite ont donc été respectées. Hein. Donc, toutes les procédures ont été respectées. Et donc, nous avons effectué cette visite. Et pour nous, comme je l'ai dit, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que nous avons été créés comme direction depuis 2016 et avec beaucoup de difficultés, nous avançons. Pour nous, c'était vraiment important vraiment de faire cette visite parce que ça nous donne l'opportunité. On a besoin d'un appui politique de la part de nos autorités. Diapo. Un appui politique fort de la part de nos autorités parce que cette visite, en principe, est un point de départ pour nous. C'est un point de départ et ça sert toujours de plaidoyer. Et cette visite a été également l'occasion d'échange et d'une démarche participative qui, nous l'espérons, suscitera l'adhésion de tous les acteurs et des parties prenantes. Et je pense qu'il y a une communication et une mobilisation de la communauté universitaire qui ont accompagné cette visite également. Et comme on le dit souvent, et comme l'a déjà dit le président de ce panel, la conformité aux bonnes pratiques internationales, parce que après quelques années d'exercice, quelques années de pratique, il est important pour nous que nous puissions nous arrêter conformité avec la conformité nous permet donc de mutuelle au niveau de l'assurance qualité. Est-ce que Diapo, cette visite nous a également permis de faire l'état des lieux de l'assurance qualité avec justement l'assurance qualité externe qui est pratiquée dans les institutions et l'assurance qualité qui est pratiquée par nous-mêmes et l'assurance qualité interne que nous voyons dans les institutions. Et donc, cette visite nous a permis également de mieux connaître notre structure, de mieux savoir un peu l'impact dans la communauté, parce qu'il a fallu faire une analyse SWOT, tout ce qui est force, faiblesse, opportunités et menaces de notre structure que nous pilotons depuis 2016. Et pour nous aussi, c'était une façon de voir le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance, est-ce que ce mode de gouvernance, nous le savions déjà que nous n'avions pas tous les organes de gouvernance. Et ça nous a permis justement de proposer l'organe de gouvernance, de proposer un décret que
les évaluateurs ont apprécié. Et c'est ce décret-là qui va, comment dire, le socle qui va être un des piliers pour que nous puissions donc passer de la direction à l'agence. Donc, diapo. Alors, la question qui nous avait été posée, justement, c'était de voir qu'est-ce que Il y a quelques problèmes, ça nous a professeur Bonnet. Il y a quelques problèmes, hein. Le son est haché. apporté. Je pense que j'ai donné en ligne. Et quelle est la prochaine étape dans les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants? Bon, actuellement, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, vous oui, m'entendez c'est comme mieux. ça? Dès que vous coupez la Allô, est-ce que vous vidéo, ça m'entendez? s'améliore. C'est mieux. On Bon, donc t'entend. j'enlève ma caméra. Dans tous les cas, bon, voilà. Et donc, pour nous, la prochaine étape, les prochaines étapes, c'est de continuer à communiquer. Continuer à communiquer non seulement sur l'agence, mais surtout sur la stratégie nationale d'assurance qualité. Avec le projet d'appui de la Banque mondiale, nous avons, et avec l'appui également de l'ANACSUP et du professeur Gueye et toute son équipe, nous avons pu mettre en place une stratégie nationale d'assurance qualité. Et justement, il faut communiquer sur la stratégie, il faut restituer donc les résultats de l'évaluation externe à toutes les parties prenantes et continuer à nous intégrer au réseau, bien que nous ne soyons pas encore agence, mais continuer à travailler. Nous continuons à travailler, former toutes les parties prenantes. Nous avons déjà commencé également la formation des présidents d'université, les directeurs de structures, les doyens, etc. Et les enseignants, donc toutes les parties prenantes sont concernées. Alors, j'ai conscience de la chaîne des accréditations. Quand je dis chaîne des accréditations, pour que nous puissions accréditer les programmes de formation, il faut que nous-mêmes, nous soyons accrédités aux compétences. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes battus pour cette accréditation, parce que en Côte d'Ivoire actuellement, il faut dire qu'on a l'homologation qui se fait au niveau de la direction de l'enseignement supérieur. Et la CQ ne participe pas à cette homologation, l'homologation qui est une mission de reconnaissance des équivalences et qui donne donc comment dirais-je, l'autorisation aux structures d'enseignement privé donc d'exercer. Diapo. Alors, au niveau, justement, pour les parties prenantes, diapositive, oui, allez-y, est-ce que vous m'entendez? Vous allez conclure pour respecter le temps, professeur Bonny. On vous entend, il faut aller vers la conclusion. Hein, alors, pour les parties prenantes, justement, d'accord. Alors, pour les parties prenantes, nous voulons donc un système d'enseignement supérieur. Nous sommes en pleine réforme, il faut le savoir. On a quelques problèmes de son, professeur Bonny. Et la loi sur l'enseignement supérieur doit permettre la création et la mise en place de l'agence. Donc, la mise en place donc, de l'agence et qui va consacrer également l'harmonisation des pratiques au niveau accréditation, au niveau des évaluations. Et oui, bon, d'accord. Donc, cela nous permet d'être à un niveau, à notre système. Hein, parce que, étant donné que nous avons des forces, mais des faiblesses également, nous allons corriger toutes ces faiblesses dans les mois à venir. Merci. Je pense que c'est un atterrissage un peu brutal, mais je n'ai pas eu le temps de faire les constats et tout ça, mais pas grave. Oui, oui, c'est pas grave. Les constats, vous les avez hein, sur les diapos, nous ne sommes pas une entité juridique autonome et donc, c'est pas grave. Oui, Monsieur le Président. Merci. Je crois qu'on est pris par le temps.
Et Merci, donc, oui. justement, j'ai peut-être une ou deux diapos qui restent. Ça, malgré tout, la DGQE a mis en place de bonnes pratiques d'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Et je voudrais donc terminer par là. Il y a une diapo qui manque, mais ce n'est pas grave. Comme on est pris par le temps, c'est le constat qui a été fait par Merci. Merci, professeur Boni. Merci. les évaluateurs. Merci, professeur Boni, pour cette présentation. De toute façon, je suggère Monsieur le Président. Oui. On vous a entendu, professeur Boni. Merci beaucoup. Oui. Merci, merci. Nous allons continuer. On attend toujours pour Samira, mais je vais aller vers le professeur Abdelkader Keita, qui est le directeur exécutif de l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, AMACSUP. Keita, vous avez la parole. Je suis là, si on voudrait bien afficher ma présentation. Oui. Elisabeth, s'il te plaît. Oui, oui, je vais la mettre. OK. Vous la voyez? Donc, oui. Donc, d'ici là, mon bonjour du Mali. Hein. Voilà, c'est pas très bien cadré. Voilà, maintenant, oui, ça va aller, c'est bon. Donc, bonjour du Mali. Voilà, je me suis vraiment permis de changer un peu l'intitulé de ma présentation en disant le Mali dans le cadre des activités des AK2. Voilà, parce que avant l'évaluation de l'agence, on a réalisé des activités très, très importantes en amont. Voilà, donc on a participé, je peux le dire, à toutes les activités phares des AK2. D'abord, le projet de cartographie des ASG au niveau du RAFANAC, le projet de dissémination et de vulgarisation des ASG qu'il y a au niveau des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, porté par deux de nos collègues anciens chercheurs, voilà, qui ont fait du bon travail. Et puis, est venue l'évaluation de l'agence elle-même. Ensuite, je terminerai par notre participation à l'évaluation de l'ANAC et de la RDC. Diapo suivant, s'il vous plaît. Je vais parler dans chaque diapo de chacune de ces activités-là. Dans le cadre de la cartographie des AG au niveau du RAFANAC, ça a concerné les 6 pays du RAFANAC disposant de référentiels d'évaluation institutionnelle, n'est-ce pas? Mali, Sénégal, RDC, Guinée, Burundi, Maroc. Et on a divisé ces 6-là en 2 groupes. Il y avait un coordinateur au niveau du RAFANAC, en la personne de Abdoulaye Sissé, mais les 2 groupes, moi j'étais coordinateur du groupe Mali, Sénégal, RDC, et M. Oularé était coordinateur de l'autre groupe. Et on a eu à travailler avec des points focaux. Et la méthodologie, c'était vraiment le renseignement des questionnaires en ligne par rapport à IGPA. Et puis, on a administré ces questionnaires, on les a analysés. Et en tant que coordinateur, j'ai fourni un rapport de synthèse par rapport aux 3 pays, Mali, Sénégal, RDC, et par rapport à la conformité et à la comparaison avec les AIG. Diapo suivant, s'il vous plaît. La deuxième grande activité, ça concernait vraiment l'assurance qualité interne, mais portée par 2 de nos anciens chercheurs, en la personne de Fatoumata Keita de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, et de M. Souleymani Koulibaly, qui est enseignant-chercheur à l'École nationale d'ingénieurs de Bamako. Donc, vraiment, ça a permis une certaine dissémination des AG qu'il y a au niveau de nos institutions d'enseignement supérieur, n'est-ce pas, à renforcer les compétences de ces institutions par rapport aux AEG, à encourager l'utilisation des AEG dans nos institutions au Mali. Et ces AEG ont même suivi des trames, des référentiels pour l'auto-évaluation à l'ENI. La méthodologie, c'était comment? On a eu à faire 2 ateliers où ma modeste personne j'ai été quand même former les anciens, les étudiants sur les AEG, les 3 parties, partie A, partie B, partie C. Et puis, après un deuxième atelier, on a eu à faire une comparaison, un tableau comparatif entre les AEG et le référentiel national du Mali. Et voilà. Et puis, les deux personnes dont je vous parle ont eu aussi à faire des enquêtes en ligne sur le niveau de connaissance des acteurs sur les AEG et autres. Donc, la deuxième grande activité, c'était cette dissémination-là. Diapo. La troisième activité phare, donc, c'était l'évaluation de l'Agence malienne d'assurance qualité, l'assurance et de la recherche scientifique.
Comme rappel, nous sommes soumis depuis 2018 à AK1 à une visite d'appui et conseil. Donc, nous avions déjà les recommandations de cette évaluation, visite d'appui et conseil. Donc, l'évaluation de la Maxime, les grandes parties, c'était, pour le dire, c'est l'évaluation par les pairs. Dans le comité d'experts, il y avait un Sénégalais, un Burundais et une Française à distance. Donc, on a eu à faire un rapport d'auto-évaluation qu'on a déposé et les experts se sont rendus sur place sans problème. Et les deux, le Sénégalais et le Burundais, étaient en présentiel et la Française était en distanciel. À la suite de cette évaluation, on a eu un rapport d'évaluation par les experts avec des recommandations très fortes, et qu'on essaie aussi de mettre en œuvre. Comme recommandation, bon, on a eu aussi une certaine félicitation des forces pour l'AMACTUB. On nous a dit que nous sommes sur une bonne dynamique. Nous avons des procédures d'évaluation institutionnelle et des programmes de formation qui sont conformes aux directives des AEG. Nous avons des experts, un vivier d'experts qui est là, et nous avons des procédures opérationnelles qui sont quand même des minima, des standards au niveau des AEG. Nous avons des outils disponibles comme la charte d'évaluation, le canevas d'évaluation des rapports d'évaluation, grille d'analyse des rapports d'évaluation, les modèles de contrat. Tout ça, c'est des mots des experts. C'est dans le rapport qui est maintenant finalisé. Mais, qu'à cela ne tienne, le président au début a parlé de points faibles. Nous, dans notre jargon, on parle de points de vigilance. Voilà, les experts nous ont parlé de points de vigilance. Voilà, et ils nous ont dit de faire attention à l'autonomie et à notre indépendance qui ne sont pas du tout consacrés dans nos textes. Ça, déjà, depuis AK1, on nous avait fait savoir, hein, vous savez, vous pouvez relire les textes, c'est des problèmes. Autonomie par rapport aux finances, autonomie par rapport au recrutement du personnel, autonomie par rapport même à l'ossature du cadre organique, et puis l'indépendance n'est pas consacrée parce que dans nos textes, on est vraiment très, très lié à la direction générale de l'enseignement supérieur de la gestion. Mais cela est compréhensible, on va le corriger parce qu'on est lié à la direction. Moi, je suis un produit de la direction et c'est la direction qui a géré même les dispositifs de l'assurance qualité avant l'avènement de la Maxime. Ici, comme les experts nous ont pointé aussi comme point de vigilance, le manque de procédures d'assurance qualité interne. Nous voulons que les autres aient des SIAC, des trucs. En notre sein, on n'a pas encore de structure digne de ce nom pour veiller au quotidien aux procédures d'assurance qualité interne. Voilà. Et comme perspective, on nous a beaucoup dit que nous sommes sur la bonne dynamique. Mais nous devons continuer à sensibiliser, à former toutes les parties prenantes par rapport aux AEG, que ce soit les étudiants, les anciens chercheurs, les gestionnaires et autres. Voilà. Donc, diapo suivant. C'est le 4e diapo. Mais je ne saurais finir sans parler de notre expérience dans le cadre de l'évaluation de l'ENAC ici la semaine dernière. Ça a été très, très bénéfique. Et bravo à ACA. Et sans ACA, il n'y aurait pas de choses comme ça. Mais ce constat est là. Et j'étais avec Abdoulahat et François Terno à distance. On a vu au Congo des choses qui sont dans une bonne dynamique. Il y a beaucoup de points de vigilance et on a eu aussi à faire un plaidoyer politique. On a rencontré le ministre et on lui a dit des choses qu'il faudrait vraiment accompagner l'ANAC dessus pour que les choses puissent avancer. Donc, vraiment, nous sommes dans la bonne dynamique et les perspectives sont bonnes. Et moi, je dis vivement AK3. Vraiment, on a beaucoup appris, on a beaucoup gagné avec AK2. C'est ça ma conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, professeur Keita, pour cette présentation. Je voudrais juste rappeler à ceux qui présentent ou qui ont présenté que le chat vous a soumis des questions. Donc, jetez-y un coup d'œil pour pouvoir réagir. J'ai envoyé tout à l'heure une réponse, mais certaines questions dépendent de la présentation. Donc, je vous suggère de regarder questions-réponses, Q&R, et de pouvoir réagir par rapport à ceux qui nous suivent à distance. Merci, professeur Keita. Oui, point de vigilance ou point faible, c'est presque la même chose. Hein. Ça dépend de qui fait le rapport. Moi, je préfère qu'on me dise que c'est un point faible et que je m'attelle à résoudre le problème. Vigilance, c'est attirer l'attention, mais bon, ça dépend de l'expert. C'est un terme diplomatique.
Oui, oui, c'est ça. C'est très diplomatique. On continue. Bon, Samira, on est toujours à l'écoute. Hein, si elle est prête, elle nous fait signe. Abdou, Samira, oui, allez-y. Abdou, Non, non, bonjour. oui, Je viens d'envoyer un mail à Elisabeth pour dire que c'est M. Bellardi, le directeur de la planification et de la prospective, qui va intervenir au nom du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, oui, du coup, si vous pouvez, normalement, il a envoyé sa présentation à Madame Elisabeth, si elle peut lui partager. Comme ça, il pourra faire son intervention. Il est prêt, il est connecté. Attendez, Samira, est-ce qu'il intervient en partant de votre connexion ou il faut lui envoyer un lien? Non, 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 il est connecté à part. Ah, Il est connecté à partir de son bureau. Donc, il est participant pour l'instant. Je vous saurai gré de lui donner la parole en tant que panéliste. Oui, bonjour Madame Xavier. Bonjour, Oui, bonjour. On pourrait lui envoyer un lien pour intervenir. Chaque panéliste a un lien séparé. Donc, ce que je propose, c'est que on continue avec une autre panéliste. On laisse le temps pour qu'il reçoive le lien. Et en ce moment-là, on pourrait lui donner la parole et moi, je vais partager sa présentation. Vous avez son mail, je vous ai mis en copie, Elisabeth, pour que vous sachiez que c'est lui qui présente. Il est dans le dernier. Je confirme maintenant. Et oui, effectivement, je l'ai reçu, la présentation. Parfait, parfait. Désolée pour ce contretemps. Vous savez, avec la connexion, des fois, on est sur 2-3 réunions en même temps. Désolée. Merci. Oui, mais on va continuer le panel. Après, on prendra quand il Merci, Abdou. on continue quand même. Merci, Abdou. On va prendre Constant Nikiema d'abord. Professeur Constant Nikiema, qui est le secrétaire exécutif de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, ANAQ-ISU. Constant. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. C'est Nkiama. Nkiama, c'est Nkiama. Merci beaucoup. Ah, oui, oui, merci. Est-ce que Elisabeth peut afficher ma présentation? C'est simplement G4 dia. Je la partage tout de suite. OK, merci beaucoup. En tout cas, je dois d'abord sincèrement vous remercier. Vous remercier très sincèrement pour ces webinaires. J'ai simplement donc plus ou moins fusionné les quelques questions qui ont été posées. Alors, dans une brève introduction, je disais que avant le démarrage dans notre pays de chaque année académique, n'est-ce pas, donc le ministère édicte quoi? Édicte simplement, oh là là, j'ai perdu là. Alors, non, c'est bon, hein, Constant, on est en train de vous suivre. Mais je n'ai pas la présentation avec moi ici. Je disais que, que le ministre, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, édicte à l'attention donc de tous les responsables des établissements des directives sur le fonctionnement donc de leurs institutions. Alors, ces directives ont pour but, n'est-ce pas, donc, que nous appelons ça instruction académique, d'évoluer dans le sens de la bonne gouvernance du point de vue donc administratif, patrimonial, la formation de la recherche, des finances de la vie au sein donc de l'université et de l'institut. Alors, l'ANAQ a toujours été associée donc à l'élaboration de cette directive quant aux orientations à donner sur la démarche qualité donc de ces établissements qui, pour le ministère, qui est pour l'ANAQ, c'est un impératif non négociable. L'autre dia suivant, s'il vous plaît. Alors, pour cette année académique, l'obligation donc est faite à chaque établissement durant cette année académique, je suis en train de le dire, d'organiser donc l'auto-évaluation conformément au référentiel d'évaluation institutionnelle qui est produit par l'ANAQ-ISU. Alors, cette auto-évaluation sera suivie par l'évaluation externe. Quant à la visite conseil en RDC que nous avons eue du 6 au 8 février 2023, je dois sincèrement remercier le professeur Keita Abdou Cissé et Pernod François qui a fait ça en distance. Je dois dire sincèrement merci parce que
les recommandations ou les points de vigilance qui ont été, n'est-ce pas, donc, je dois dire, donnés à notre intention étaient les suivantes. C'est à chaud parce que, en fait, ce sont eux qui vont faire les rapports, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que nous devons faire en sorte que la NAC et les SIAC aient une compréhension commune sur l'assurance qualité. Là, il y a un peu donc des soucis de ce côté-là. Que les attributions et les missions qui sont dévolues à nos organes doivent être précisées donc clairement. L'autre dia, Elisabeth, j'en ai 3. L'autre dia. Alors, que nous devons impliquer donc les parties prenantes, qui sont les académiciens, les syndicats, les mondes socio-professionnels, dans les choix donc des experts. Nous devons constituer un pool d'experts et nous devons pour cela publier un appel à candidature des experts externes, définir bien entendu leurs critères et les former. Nous devons également explorer la contribution donc des partenaires techniques et financiers. Il y a nécessairement, vous avez donc l'UNESCO, vous avez AIA, en fait, qui sont nos partenaires et les réseaux également. Nous devons réfléchir, compte tenu de l'étendue de notre pays, parce que nous avons 26 conférences provinciales des chefs d'établissement, à la déconcentration donc, de l'ANEC du Sud. Parce que l'ANEC du Sud, nous avons une étendue de plus ou moins 900 institutions. Pour pouvoir les évaluer, ça pourra vraiment poser des problèmes. Maintenant, il faudra qu'on réfléchisse là-dessus. Alors, nous devons également former, sensibiliser vers une approche participative et inclusive les responsables donc, des établissements, les personnels enseignants, les personnels administratifs et les étudiants aux basiques de l'assurance qualité. Et on doit passer de l'existence légale à l'existence fonctionnelle, s'approcher beaucoup plus vers les organes et des réseaux existants pour asseoir notre donc, structure. En conclusion, en fait, pour pouvoir répondre donc à ces questions, ça nous permet donc de faciliter la mobilité, la reconnaissance de nos diplômes et également de nous conformer aux lignes directrices des AG. Il y a aussi les marchés de libre-échange et surtout nous conformer aux standards donc, internationaux. Je vais terminer par l'autre dia, Elisabeth. Je disais, j'ai toujours présenté cette carte dont nous avons des défis à relever, c'est la maîtrise de notre carte universitaire, le cadastre universitaire. Nous avons autant d'établissements et nous devons, n'est-ce pas, nécessairement évaluer ces établissements, mais nous avons besoin donc de réfléchir. Est-ce qu'il faut déconcentrer maintenant? Est-ce qu'il faut d'abord avec, n'est-ce pas, donc nos appartenances à certaines zones francophones, anglophones, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une réflexion que nous devons faire. Je dois encore remercier Keïta, Abdou, Perno pour les conseils qu'ils nous ont donnés et surtout Keïta qui découvrait pour la première fois Kinshasa. Je pense qu'il a gardé un bon souvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Nikiyama. Merci pour cette intervention et la concision. Nous allons continuer la liste. Nous reviendrons à l'Algérie tout à l'heure. Nous allons donner la parole au professeur Kabiné Oularé qui représente l'ANAC Guinée. Professeur Oularé, vous avez la parole. Merci, professeur, Monsieur le Président. J'espère que Madame Elisabeth va afficher ma présentation. Voilà. Donc, chers collègues, je suis très honoré de prendre la parole au cours de cette visioconférence et pour partager avec vous le point de vue de l'ANAC de Guinée et par rapport à l'évaluation des agences d'assurance qualité. Et je m'empresse à dire que, en guise d'introduction, que cette évaluation a été une expérience unique dans la vie de notre institution parce que c'est la première fois qu'en tant qu'agence, nous-mêmes, nous nous soumettons à une évaluation. Mais j'avoue que ça a répondu à une question d'une des parties prenantes. En effet, lors
lors d'un passage sur les médias nationaux. Alors, un journaliste m'a interpellé pour dire, bon, il y a certaines parties prenantes qui demandent pourquoi simple, mais elle a toute sa signification parce que si l'ANAC elle-même qui évalue les institutions se fait évaluer, ça ne donne plus de légitimité et de légalité à évaluer les institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et dans notre cas spécifique, les établissements d'enseignement technique et professionnel. Donc, ça, c'est en guise d'introduction pour camper le problème et nous, dès que l'opportunité a été offerte par ACWA de se faire évaluer en tant qu'agence, jeune agence, nous avons donné notre accord et nous sommes mis à la tâche. Alors, les avis des experts. Selon les experts internationaux de ACWA qui ont évalué au cours de cette visite d'appui notre agence, les référentiels et les pratiques de l'ANAC sont largement inspirés des ASG-QA. Et ces experts ont formulé 11 recommandations très pertinentes que nous cherchons à remédier et à mettre en œuvre. Deuxième diapo. Diapo suivante. Alors, quels sont les principaux enseignements tirés de l'examen de l'ANAC? Deuxième, vous êtes allé au troisième. Revenez, voilà. Quels sont les principaux enseignements tirés de l'examen de l'ANAC? À notre niveau, nous avons tiré 3 principales leçons, conformément au canevas qui nous a été donné. La première leçon, c'est que au cours d'un exercice de brainstorming dans l'institution, dans l'ANAC, nous avons pu détecter et connaître les pistes d'amélioration de la gestion des ressources humaines. Jusque-là, les questions de gestion des ressources humaines nous paraissaient assez superficielles, mais au cours de cet exercice, nous avons su quelles sont les pistes qu'il faut emprunter pour mieux améliorer nos ressources humaines. La deuxième leçon, c'est le point de vue et l'appréciation des experts sur nos pratiques et nos outils. Et d'une façon générale, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, les experts ont relevé que nos pratiques et nos référentiels sont largement alignés sur les ASG-QA, parce que l'exercice, en fait, était de savoir est-ce que les agences sont alignées ou pas sur ces directives au niveau de l'Union africaine. Le troisième enseignement, c'est dans le domaine de l'amélioration de la gouvernance. Et j'avoue que les experts ont pu détecter vraiment une insuffisance des textes réglementaires en ce qui concerne cet organe de gouvernance qu'est le conseil scientifique. Nulle part dans aucun de nos textes, et les experts ont eu vraiment les yeux de lynx pour voir cette insuffisance, nulle part il n'est indiqué le nombre de sessions que cet organe de gouvernance pourrait avoir annuellement. Ni dans le décret de création, ni dans les autres textes, ni dans le manuel de gestion des procédures d'assurance qualité, nulle part cela n'a été détecté. Et grâce justement aux experts, notre attention a été attirée sur cette insuffisance et nous considérons que ça nous a permis vraiment d'avancer sur notre gouvernance. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, quelle est la prochaine étape dans le développement du système national d'assurance qualité? La prochaine étape du développement de notre système d'assurance qualité sera basée sur le renforcement du dialogue entre les différentes parties prenantes et l'agence. Lors de la visite d'appui, près de 70 personnes en plusieurs panels ont été rencontrées et vraiment, l'étape suivante, c'est de renforcer ce dialogue entre les différentes parties pour prendre en compte leurs préoccupations. Ensuite, la poursuite du renforcement des capacités des acteurs, et ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau des étudiants, des enseignants, la société civile, les responsables académiques, etc., etc. Ensuite, pour cette année déjà, nous voulons démarrer, ou dans un proche avenir, l'évaluation des structures de recherche
de formation continue et des établissements d'enseignement technique, ainsi que leurs programmes. Ensuite, l'évaluation de la performance annuelle des institutions d'enseignement supérieur pour leur classement. Ça, c'est un des décrets de portant gouvernance de l'enseignement supérieur qui attribue à l'ANAQ de Guinée l'évaluation des performances annuelles des établissements. Ensuite, la révision des outils et des guides d'évaluation. Ça fait près de, depuis 2018, nous avons mis en œuvre nos référentiels. Il est temps pour nous de faire une évaluation de ces référentiels pour essayer d'améliorer et de les réviser autant que possible pour les mettre à jour. Et après cette évaluation par les ASG, nous pouvons voir dans quelle mesure nos outils peuvent être mieux alignés encore sur les ASG-QA. Ensuite, le suivi de la mise en œuvre des recommandations des différentes évaluations, évidemment, la poursuite de la révision du cadre réglementaire et législatif en y accentuant les aspects de l'assurance qualité, le renforcement de la coopération, du réseautage et des pratiques de benchmarking, la recherche de nouveaux financements et la promotion des établissements habilités et des programmes accrédités. Jusqu'à maintenant, les programmes, comme ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait pas une mention particulière pour les mettre en valeur. À partir de maintenant, tous les établissements habilités vont être promus par l'ANAQ afin de montrer l'importance de cette activité de démarche qualité. Diapo suivante. Enfin. Alors, quel est le message principal aux parties prenantes? Nos parties prenantes sont essentiellement au nombre de 5. Et pour chaque partie prenante, nous avons un message particulier. Au niveau des étudiants, la qualité des enseignements et des apprentissages en vue d'améliorer l'employabilité et la compétitivité des diplômés. Là, nous allons exiger la qualité des enseignements entraîne un comportement des étudiants envers leur propre formation. Les étudiants doivent être les acteurs de leur propre formation et ils doivent mettre la qualité qu'il faut et l'effort qu'il faut. Cela est indispensable pour vraiment la compétitivité après l'acquisition des diplômes. Au niveau des enseignants, nous allons valoriser la mobilité. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants et de rang magistral, d'enseignants qui ont les qualifications requises et en nombre suffisant. Nous allons, grâce à une retouche de notre cadre réglementaire, favoriser et valoriser la mobilité pour que les enseignants les plus qualifiés puissent encadrer les étudiants au niveau national. Au niveau des établissements, nous allons promouvoir l'émulation entre les établissements sur les questions d'assurance qualité et la crédibilité de l'établissement par l'application de la démarche qualité. Au niveau des experts et évaluateurs, qui sont une composante importante de nos parties prenantes, c'est que nous allons promouvoir le fait que l'entité doit être bien comprise avant de juger de sa qualité. Autrement dit, le message que l'on va envoyer aux experts, c'est de les faire comprendre la nécessité pour eux de bien maîtriser leurs outils et ensuite les établissements qu'ils doivent évaluer avant de porter un jugement sur la qualité. Parce que, après tout, le jugement du conseil scientifique repose sur le jugement fait par les experts évaluateurs. À la société civile, que ce soit au syndicat, l'association des parents d'étudiants, le patronat, etc., c'est leur demander leur implication, leur grande implication dans l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Au ministère concerné par notre travail, c'est de poursuivre le soutien et l'appui à l'ANAQ. Pour le moment, nous bénéficions vraiment d'un soutien important et nous souhaitons que ce soutien se poursuive et les autorités persévèrent dans cette voie parce que c'est dans la durée que les en train d'entreprendre et dont les premiers résultats commencent à pointer, c'est dans la durée que les résultats pourront se faire voir. Donc voilà, mesdames et messieurs, la contribution de l'ANAQ de Guinée par rapport aux principales questions qui ont été posées et notre attitude vis-à-vis de AQUA que nous saluons
Nous saluons vraiment vivement à quoi. Ça nous a permis personnellement d'avoir une double expérience. Une expérience en tant qu'agence évaluée et une expérience en tant qu'évaluateur externe. Ça fait une double expérience, ça nous permet vraiment d'améliorer la qualité du travail qui a été effectué et qui s'effectue dans nos agences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Olaré, qui est le responsable de l'Autorité nationale d'assurance qualité de la Guinée. Nous allons retourner en Algérie avec M. Belarbi Yassine. Je pense qu'il est maintenant en ligne pour contribuer. Oui, merci. Donc, je suis Yassine Belarbi, directeur de la planification et de la prospective, et en charge, la direction elle est en charge de la question de l'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur en Algérie. L'implémentation du processus d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, je vous remercie pour cette occasion dans laquelle je vais vous présenter la situation de l'assurance qualité très brièvement, la situation de l'assurance qualité en Algérie. S'il vous plaît, next slide. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Donc, voilà, très bien. Donc, l'assurance qualité, déjà, elle est au cœur du système, du fonctionnement du système d'enseignement supérieur en Algérie. Elle était l'évaluation déjà en 1999 dans la première réforme, dans l'une des réformes du secteur de l'enseignement supérieur. La question de l'évaluation, c'est une question fondamentale qui a été par la suite, qui a évolué par la suite pour prendre la forme moderne de l'assurance qualité telle qu'elle se fait actuellement dans tous les pays du monde, donc plutôt dans la majorité des pays du monde. Donc, à ce titre, déjà en 2010, il y avait création d'une commission appelée à l'époque Commission nationale d'implémentation du système d'assurance qualité qui avait pour objectif principal introduire les établissements d'enseignement supérieur à la question de l'assurance qualité, développer la culture de qualité, d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, cette opération a été accompagnée par l'installation de ce qu'on appelle des cellules d'assurance qualité, d'ailleurs en charge de la question d'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, et la nomination de responsables, ce qu'on appelle les RAC, les responsables d'assurance qualité dans chaque établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire actuellement dans les 114 établissements d'enseignement supérieur. Donc, il y avait l'institutionnalisation en 2013 de la fonction assurance qualité dans l'organigramme et l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur par la création d'une sous-direction d'assurance qualité qui avait pour mission principale l'accompagnement des établissements pour l'implémentation du processus, de tout le processus de l'assurance qualité. Entre 2014 et 2016, il y a eu l'élaboration du premier référentiel national d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Donc, tout le long de cette période, il a été élaboré, adopté, diffusé, bien sûr expliqué avec des campagnes de formation pour l'ensemble des cellules d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et en 2017, il y avait une généralisation de l'opération d'auto-évaluation sur la base du référentiel national de l'assurance qualité.
cette opération d'auto-évaluation a été suivie par une large opération d'évaluation externe qui était réalisée par des experts étrangers, généralement des experts algériens installés dans des universités étrangères qui sont venus sur la base des rapports d'auto-évaluation des établissements, ils ont réalisé cette opération d'évaluation externe. Donc, entre 2018 et 2021, il poursuit de l'implémentation du système d'assurance qualité, donc la poursuite des opérations d'auto-évaluation externe, mais aussi déjà l'introduction du projet établissement. Donc, il y a eu toute une campagne d'accompagnement des chefs d'établissement d'enseignement supérieur pour réaliser leur projet établissement, c'est-à-dire la stratégie et le développement du projet établissement. Next, l'autre, merci, voilà, l'autre, voilà. Ce qu'on note déjà dans le système algérien, il y a l'existence d'un vivier important de responsables d'assurance qualité formés dans l'assurance qualité. Il y a ceux qui ont eu des formations nationales et d'autres des formations à l'international, souvent des formations financées dans le cadre de projets européens. Et ces RAC sont regroupés dans des réseaux, dans des réseaux régionaux, régionaux, et le réseau universitaire régional est composé en trois, ce qu'on appelle communément chez nous le réseau Est-Centre-Ouest. C'est des réseaux universitaires dans lesquels les RAC, les responsables d'assurance qualité, sont déjà organisés. Il y a l'existence, bien sûr, d'un référentiel national d'assurance qualité appliqué pour l'enseignement supérieur, et d'un guide d'exécution et d'appropriation de ce référentiel. Il y a la réalisation d'une auto-évaluation externe pour la majorité des établissements, l'existence d'un vivier aussi d'auditeurs certifiés dans le management de la qualité applicable au secteur de l'enseignement supérieur. Donc, nous comptons une dizaine, au minimum une dizaine d'experts qui sont certifiés à l'international. L'existence de cellules d'assurance qualité dans le cas de la majorité, presque la totalité des établissements d'enseignement supérieur. La culture d'assurance qualité est en gros bien vulgarisée et bien présente dans les établissements d'enseignement supérieur, peut-être un peu avec un degré moindre dans les établissements de la recherche scientifique, parce qu'en Algérie, il y a les établissements d'enseignement supérieur qui font aussi de la recherche académique, mais il y a aussi des établissements qui font que de la recherche scientifique. Souvent, ils font de la recherche théorique et de la recherche développement. Donc, il y a eu une accumulation d'une expérience importante. Il y a aussi l'exercice de l'assurance qualité en Algérie à travers ces experts est intégré à des réseaux internationaux, entre autres le ACA. Voilà, l'autre présentation, s'il vous plaît. L'autre slide, voilà, d'accord. Et donc, c'est dans ce cadre que l'Algérie s'est inscrite dans le processus du ACA, et elle a exprimé une volonté, et elle a exprimé une demande pour une évaluation externe de la CIAQES, c'est-à-dire de la commission chargée de l'implémentation du système d'assurance qualité en Algérie. Pour elle, c'est pour apprendre des leçons à partir de l'expérience des experts du ACA, pour préparer justement l'agence d'assurance qualité et d'accréditation.
Sur cette base, il y a eu un rapport d'auto-évaluation qui est réalisé de la CIACES, un rapport d'auto-évaluation de la CIACES qui est réalisé par des experts algériens en assurance qualité. Il a été transmis le 30 mars 2022 aux experts du HAK pour l'étudier et l'évaluer. Suite à cela, il y a eu une visite de HAK en juillet 2021. Et sur cette base, il y a eu un rapport d'évaluation externe de la CIACES, ou plutôt, je dirais, de l'expérience algérienne de l'assurance qualité. Next slide, s'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, pour cela, ce qui est actuellement en cours, et ce qu'on a et qui exprime les évolutions futures qui sont en cours de préparation, qui vont arriver incessamment, c'est la création de l'Agence d'assurance qualité d'accréditation. Donc là, il y a une expérience qui date de pratiquement 2008 plutôt, et qui va aboutir incessamment vers la création de la fameuse Agence d'assurance qualité d'accréditation. Donc, il y a un texte de loi qui est en préparation, qui est soumis aux autorités centrales, aux autorités politiques compétentes pour le voter et permettre par la suite la concrétisation du projet de l'Agence d'accréditation de sciences qualité. Donc, le projet a été fait dans les standards internationaux et il a aussi il s'est beaucoup inspiré des orientations de la visite externe des experts du HAK en juillet 2022. Et c'est un statut qui est, à notre sens, adéquat aux standards internationaux suffisants, surtout en termes d'indépendance financière, administrative, surtout l'indépendance de l'évaluation et de l'accréditation. Donc aussi, il y a une opération de la révision du référentiel national d'assurance qualité qui vient d'être terminée. Cette dernière est une version améliorée du référentiel national d'assurance qualité de 2014, surtout en termes de domaine de référence et de preuve. Il y a une amplification et une meilleure explication des référentiels et des preuves qui existaient déjà dans le référentiel de 2014. Elle a aussi permet d'harmoniser le référentiel de 2014 suivant les standards et guidelines européens et africains, donc l'ESG et l'AG. Suite à cela, il va y avoir une vague de formation sur des RAC, des responsables d'assurance qualité, des cellules d'assurance qualité à ce nouveau référentiel. Donc, il va y avoir une vague de formation et une opération d'auto-évaluation pilote pour tester cette nouvelle version du référentiel. Et je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette présentation qui nous fait la situation en Algérie. Voilà, nous allons finir l'intervention des panélistes avant d'aller vers le résumé et les différentes étapes. Alors, nous allons donner la parole au professeur Mohamed Lemine Halès, qui est le responsable de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur à Makès. Halès, vous avez la parole. Enfin, président. Ah, mais enfin, mais c'est arrivé. Et ça arrivera. Oui, mieux vaut tard que jamais. De toute façon, je voudrais bien demander à Elisabeth de mettre ma présentation en ligne, s'il vous plaît. Pardon, non, ça c'est la marque du Mali.
Ok. Ça, c'est la Mauritanie. On est des voisins, mais Pas on tout est à fait indépendants. ça. Voilà, je pense que c'est ici. Tout à fait. Voilà, Président, merci beaucoup. Et merci, Elisabeth. Nous, au niveau de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, on a plutôt respecté les consignes du briefing. Parfait. C'est-à-dire qu'on a eu à faire 3 slides et répondre à 3 ou 4 questions concernant le titre général, c'est-à-dire pourquoi l'évaluation externe de mon agence nationale d'assurance qualité est-elle importante? Et bien sûr, les perspectives de l'Afrique francophone dans la cas 2. Next slide. Pourquoi l'évaluation externe de mon agence nationale d'assurance qualité est-elle importante? Ici, nous parlons bien sûr de la MACES de Mauritanie. Les raisons de la motivation de notre agence étaient tout d'abord saisir l'opportunité de l'examen afin de permettre à notre jeune agence, qui a été créée en mars 2021, de partir sur des bases solides et s'assurer que les outils et référentiels mis en place par la MACES sont conformes aux standards internationaux. Ensuite, participer à l'exercice de rédaction du rapport d'auto-évaluation. Ce sera pour nous, c'est la première fois que nous désignons un comité de pilotage pour faire un rapport d'auto-évaluation. Aussi, faire participer les parties prenantes de l'enseignement supérieur au niveau national afin de les familiariser au processus d'évaluation. Et quand nous parlons de parties prenantes, bien sûr, de l'enseignement supérieur, on parle des chefs d'établissement, on parle des étudiants, on parle des syndicats des professeurs d'enseignement supérieur, on parle du patronat, bien sûr, et des ONG. Donc, un autre objectif de l'évaluation, c'était aussi permettre à l'agence de s'ouvrir à l'international. Nous espérons, à travers cette évaluation, que nous pourrons nous ouvrir à l'international et faire des partenariats et des benchmarking avec d'autres. Next slide. Maintenant, on s'est posé 2 questions. Quelles étaient les leçons apprises? Permettez-moi, le CDI, je n'ai pas pu le trouver sur le clavier. Donc, leçons avec CCD. Donc, parce qu'on est des francophones ici, il ne faut pas qu'on pense que mon côté anglophone l'amenait sur le côté francophone. Quelles étaient les leçons apprises par la MACES au cours de l'auto-évaluation? C'est très important. On doit apprendre des leçons à travers cette évaluation. Et la deuxième question aussi dans ce slide, c'était en quoi le rapport externe du comité des experts était utile? Bon, l'auto-évaluation a permis à la MACES de se familiariser au processus, ce qui est vraiment très important. Nous avons été obligés de faire un état des lieux de la MACES, ce qui n'existait pas, donc il fallait vraiment nous mettre à jour par rapport à notre état des lieux. Ça nous a permis aussi de nous mettre à jour et collecter tous les textes législatifs pertinents plutôt, ce qui a fait qu'on a eu à faire de la collecte, de la recherche de tous les textes législatifs qui allaient être des évidences et des preuves pour cette auto-évaluation. Nous avons aussi mis en place un comité de pilotage, donc un comité des experts pour la rédaction de rapport d'auto-évaluation. Donc, il fallait faire aussi un appel à candidature et trouver les experts qui pouvaient nous aider vraiment à réussir cet exercice. Et aussi, ça nous a aussi permis de renforcer le dialogue et la coopération avec les parties prenantes, ce qui n'est pas évident, surtout pour une jeune autorité, une jeune agence qui est créée en mars 2021. Et nous, en tant qu'équipe, nous avons débuté en fin juillet 2021 et l'évaluation a eu lieu, ce que j'ai oublié de dire, du 13 au 16 juin 2022. Donc, on était, bon, pas obligés, je veux dire, mais
nous avons pris vraiment à cœur les contacts et les échanges avec toutes les parties prenantes dans la préparation de cette visite de conseil et d'appui. Ce qui a fait que toutes les parties prenantes ont pris part à cet exercice au cours des 4 jours, c'était du 13, 14, 15 et 16 jours. Le rapport du comité externe aussi a produit des recommandations importantes qui nous ont aidés à voir. Il a relevé les points forts et les points d'amélioration, a aussi favorisé le développement de la culture de l'évaluation. Comme l'a dit le président de la FANAC, ce n'est pas une vraiment chose tout à fait ordinaire qu'une agence ou un établissement d'enseignement supérieur se voit vivre une évaluation donc, interne et externe en même temps et par des pairs. Nous avons été évalués par 3 experts internationaux. M. Bakouche de l'Algérie, M. Alex Vermont de la Belgique et Églantine du Rwanda. Donc aussi, ça nous a permis, le rapport du comité d'experts externe nous a permis aussi de préparer la maquette aux évaluations pilotes qui étaient prévues en décembre 2020. Et ça, vraiment, ça nous a été vraiment très utile parce que toutes les procédures et tous les processus qui ont été suivis au cours de cette visite de conseil et d'appui nous ont permis de faire typiquement la même chose pour nous, comme c'est la première fois qu'on va sur le terrain pour faire des évaluations pilotes. Et dans cette Professeur Alès, on a quelques problèmes de son avec vous. Le son est coupé. On dirait même la connexion. Vous étiez à votre avant-dernière diapo. Donc, ça ne passe plus, professeur Alès. Donc, on va arrêter l'exposé du professeur Alès ici. Voilà, merci à tous les panélistes qui nous ont fait le point. Successivement, la Côte d'Ivoire, ensuite on a eu le Mali, ensuite on a eu la RD Congo, on a eu la Guinée, on a eu l'Algérie et en fin de compte, the last but not the least, on a eu la Mauritanie. Donc, je vous remercie. Ces exposés ont permis de mettre en relief ce qu'a apporté les évaluations d'agence, projet qui a été, activité qui a été initiée dans le cadre du projet Aqua 2. Et on se rend compte par l'exposé des différents hauts responsables de la structure nationale d'assurance qualité que c'était fort utile pour faire le point sur les forces et les points à améliorer pour chaque structure. De même, ça a permis d'échanger sur la conformité des outils existants, ça c'est majeur. Nous notons aussi un point extrêmement important qui est que l'évaluation externe a été un très bon prétexte pour permettre le dialogue entre les parties prenantes. Ça, je crois que c'est majeur et ça ne fait que consolider la position nationale d'une structure nationale d'assurance qualité. Voilà donc, Elisabeth, ce qu'on peut retenir. Président. Oui. Permettez-moi de finir ma présentation. Il y a eu une coupure, mais un seul slide. Il vous reste un seul slide. Comparez le temps que vous avez donné aux autres. Moi, je n'ai même pas pris le temps. On vous laisse conclure sur le dernier slide. Voilà. Le dernier slide. Elisabeth, next slide, please. Ça y est, vous l'avez. Allez-y. Donc, quelles sont les étapes futures? Quelles sont les étapes futures? La première étape suivie par la maquette, c'était la publication du rapport externe d'auto-évaluation et son partage sur le site, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Donc, nous avons commencé tout d'abord par, ce n'est pas tellement évident, on a publié le rapport externe sur notre site.
et on l'a partagé avec toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur. Ensuite, on a suivi, comme j'avais dit tout à l'heure, les procédures d'examen lors des évaluations pilotes de 7 établissements effectuées par la MAKES en décembre 2020. Nous avons aussi pris en compte les recommandations pour l'amélioration de la conformité des outils et procédures de la MAKES. Nous avons aussi pu prendre les mesures afin de renforcer la crédibilité, l'objectivité et la transparence de la MAKES et aussi l'exploitation de l'élan créé par le processus d'examen et créer une dynamique pour le développement futur et enfin associer davantage les parties prenantes de l'enseignement supérieur que nous comptons associer bien sûr et tout dans un avenir très proche au partage du référentiel institutionnel que nous voulons partager lors d'un atelier à laquelle toutes les parties prenantes vont prendre part. Je vous remercie si vous m'écoutez. C'est la fin de la présentation. On vous a écouté et on vous a entendu, professeur Alès. Merci beaucoup, Président. Entendu. Merci beaucoup de nous avoir fait le complément sur les projections de votre agence après cette évaluation externe. Voilà donc que prend fin cette session. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir eu à subir l'évaluation externe, mais aussi de pouvoir se projeter. De matière grasse pour, voilà. Permettez vos micros, s'il vous plaît. Je vais maintenant rendre la parole à Elisabeth. Je pense qu'elle va introduire Djourou Eglantine, qui va faire le résumé et aussi les points à venir. Merci beaucoup. Elisabeth, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à tous les panélistes pour les présentations, les synthèses, les recommandations, les conclusions. Il y avait plusieurs questions dans le Q&A. On va effectivement mettre à votre disposition les présentations, si les panélistes sont d'accord, sur le site web de HAQUA 2 et aussi on va transmettre le vidéo. Il y avait plusieurs questions dans le Q&A. Avec les minutes qui nous restent, j'encourage les panélistes de jeter un coup d'œil, des questions spécifiques sur certains systèmes, des questions générales sur les procédures et le processus d'évaluation externe de l'agence. Je pense que ça nous donne pas mal de matériel pour l'avenir et pour la suite. Il nous faut plus de conversations au niveau national et au niveau régional francophone et bien sûr au niveau africain, parce que ces visites et ces évaluations ne sont pas particulières à l'Afrique francophone. En fait, on a aussi fait une évaluation de l'Angola. J'ai vu qu'il y avait un collègue dans le public qui vient de l'Angola. On a aussi fait des visites dans la phase de HAQUA 1 dans d'autres pays anglophones. Donc, c'est un processus au niveau continental africain qui est très important pour l'harmonisation des systèmes d'éducation supérieure au niveau africain. Je voudrais donner la dernière parole à Madame Djourou Eglantine, qui maintenant représente l'association de l'université africaine, un partenaire de HAQUA 2, aussi une partie prenante très importante en Afrique, qui donne et offre beaucoup d'opportunités pour les établissements d'améliorer leur processus et leur culture d'assurance qualité, et qui promeuvent aussi les standards continentaux, les référentiels continentaux, les HTQA qu'on avait mentionnés, qui a été la base de toutes ces évaluations externes. Donc, je vous donne le dernier mot, Djourou, aujourd'hui pour faire une synthèse rapidement et pour aussi nous donner quelques recommandations pour l'avenir. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Donc, mon rôle ici est juste pour vous donner le résumé de ce qui a été discuté pendant notre webinaire. Donc, le webinaire a commencé par la parole de Madame Elisabeth qui a donné un aperçu de l'initiative HAQUA 2
Donc, elle a rappelé le but du webinaire, que c'était juste pour partager les résultats et les recommandations issues des visites d'appui et des évaluations des agents d'assurance qualité dans les 6 pays francophones. Par après, on a eu une présentation de professeur Lamine qui a commencé par donner un aperçu des activités et des objectifs du réseau francophone d'assurance qualité, aussi a essayé de montrer comment le réseau francophone des agences d'assurance qualité a travaillé en collaboration avec l'initiative ACA pour promouvoir l'assurance qualité en Afrique. Après, il a fait une présentation sur l'importance stratégique des évaluations d'assurance qualité pour le développement des systèmes d'assurance qualité en Afrique francophone, où il a donné une dynamique actuelle de l'assurance qualité en Afrique francophone. Il a parlé de la création des structures des agents d'assurance qualité, aussi de plusieurs évaluations institutionnelles et des programmes qui ont eu lieu. Il y a eu aussi nombreuses formations et renforcements des capacités par rapport à l'assurance qualité, mais aussi l'élaboration et dissémination des ASGQE au niveau de l'Afrique francophone. Il y a aussi eu des rencontres internationales où ils ont pu partager ce qui se passe dans l'espace francophone, mais aussi il y a eu la création du RAFANAC pendant ce temps-là. Il a aussi parlé des impacts dont il y a eu le développement de l'expertise en assurance qualité en Afrique francophone. Il y a aussi le développement de la culture d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi la création des cellules internes d'assurance qualité. Il y a eu aussi le développement de la culture de l'assurance qualité et son institutionnalisation au niveau surtout des établissements et aussi l'amélioration continue de la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur. Une autre activité a été qu'il y a eu aussi échange des experts, aussi de bonnes pratiques au niveau de l'Afrique francophone. Et pour ce qui est de l'évaluation des agences en Afrique francophone, il y a eu un grand nombre d'établissements qui se sont soumis à l'évaluation et ceci a renforcé la crédibilité de ces agences, mais aussi de leur système d'assurance qualité. Ça a été aussi une opportunité d'échange de bonnes pratiques entre les agences, mais aussi une opportunité de détecter les forces et les faiblesses et les opportunités pour pouvoir améliorer et aussi pour pouvoir améliorer les systèmes d'assurance qualité au niveau de ces agences. Il a finalement partagé l'expérience de la NACSUP par rapport à son évaluation. Donc, il a montré comment l'agence a implémenté les recommandations qui étaient issues de l'évaluation externe. C'était sous AK1, où il a rappelé que donc, ils avaient reçu certaines recommandations, par exemple, le fait de développer le plan stratégique. Donc, après cette évaluation, ils ont pu développer leur plan stratégique. On leur avait demandé d'augmenter le nombre d'évaluateurs externes, ce qu'ils ont fait, de renforcer les capacités des évaluateurs externes et responsables et des cellules d'assurance qualité. Tout ça, c'était pour montrer comment les recommandations qu'ils avaient reçues par rapport à l'évaluation externe les a aidés à améliorer leur système d'assurance qualité au niveau de l'agence, mais aussi à renforcer les capacités de l'agence. En concluant, le professeur Lamine a rappelé... C'est le professeur. Il y a des échos, oui. Oui, c'est parti. Donc, merci. Donc, pour conclure, le professeur a rappelé qu'il y a une nécessité de créer des agents d'assurance qualité là où il n'y en a pas. Il a aussi rappelé qu'il faut que les agences s'alignent sur les ASGQA parce que ces ASGQA ont été développés au niveau continental et donc ils vont aider aussi dans l'harmonisation de l'assurance qualité au niveau de l'Afrique. Il a aussi encouragé les agences nationales à se soumettre à des évaluations externes par des comités d'experts internationaux pour pouvoir se conformer aux exigences internationales, mais aussi pour pouvoir se conformer aux exigences internationales. La présentation a été suivie par le partage d'expériences des agences et de combien? 5 millilitres. Avec ça.
m'excuse, donc il y avait quelqu'un qui parlait. Donc, je disais qu'après la présentation de professeur Lamine, il y a été une présentation par le panel. Ils ont partagé les expériences des agences, mais aussi des entités qui ont été évaluées. Tout le monde a indiqué que les visites ont été une occasion pour eux de connaître les points forts et les points faibles, ou bien les points de vigilance. Et donc, ça leur a permis de connaître les états de lieu de leur système d'assurance à qualité. Donc, ceci va les aider à améliorer leur système et à harmoniser les pratiques d'assurance qualité. Donc, ça fait aussi une opportunité de faire participer les parties prenantes au processus d'évaluation, ce qui n'était pas le cas dans certains pays, mais aussi ce fut une opportunité de renforcer le dialogue et la coopération avec les parties prenantes, mais aussi ça les a aidés à favoriser le développement de l'assurance qualité ou bien de la culture d'évaluation au sein de leurs institutions, parce que dans certains établissements, c'était la première fois que ces agences se soumettaient à une évaluation. Et quelles sont alors les perspectives ou bien les prochaines étapes? Les présentateurs ont tous indiqué qu'ils vont implémenter les recommandations qu'ils ont reçues après les évaluations. Donc, ils ont mentionné qu'ils vont augmenter ou bien renforcer le dialogue entre les parties prenantes et les agences, une plus grande implication des parties prenantes dans l'assurance qualité. Donc, il faut qu'il y ait une approche participative et inclusive, une information et formation des parties prenantes par rapport à l'assurance qualité, mais par rapport aussi aux ASGQA. Ils ont aussi mentionné la révision des outils et guides d'évaluation, parce que dans certains établissements, ils ont réalisé que leurs outils et guides d'évaluation étaient, je dirais, vieux, et donc il devrait que ces outils et guides d'évaluation soient adaptés aussi, soit alignés aux ASG qui ont été développés. Il y a aussi le renforcement de la coopération, le réseautage. Le renforcement de la coopération, le réseautage et les pratiques de benchmarking dans le but de travailler ensemble afin d'harmoniser le système d'assurance qualité en Afrique. Donc, à la fin, ils ont juste indiqué qu'ils vont continuer à implémenter les recommandations reçues et à renforcer la participation, comme je le disais, des parties prenantes dans l'assurance qualité, mais aussi le système d'assurance qualité, je vous demande renforcer la participation des parties prenantes dans l'assurance qualité et continuer à se conformer aux outils adaptés au niveau continental dans le but d'harmoniser le système d'assurance qualité et de l'enseignement supérieur pour favoriser, comme vous le savez, la mobilité des étudiants et de la main-d'œuvre, comme c'est le but de l'harmonisation de l'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique. Et donc, je voulais indiquer ici aussi qu'avec l'initiative ACA, il y aura plus de visites d'appui, mais aussi plus d'évaluation des agences. Donc, les pays qui n'ont pas participé dans ces évaluations ou bien dans ces visites d'appui sont aussi invités à se préparer et à participer dans les prochaines évaluations qui se tiendront avec l'initiative AK3. Je vous remercie. À vous la parole, Elisabeth. Merci, Djurous, pour cette synthèse excellente. Je pense qu'on a plein de matériel, plein de contenu, plein d'idées pour continuer à travailler ensemble au niveau national, régional et continental à l'avenir. Je voudrais simplement vous laisser avec un mot, une information. C'est que HAQUA va avoir une troisième phase. On espère que ça va commencer d'ici quelques mois. Cette initiative a été tellement importante que la Commission européenne a décidé de donner encore du financement pour que les agences nationales d'assurance qualité et les établissements pourraient travailler ensemble pour harmoniser les systèmes d'assurance qualité et améliorer l'assurance qualité. Donc, et dans le contexte de ce HAQUA, il y aura encore des opportunités d'évaluation d'agences, des visites de conseil,
Donc, on espère que ces efforts et ce travail et ces expériences pourraient aller plus loin et on va certainement intégrer les recommandations et les expériences pour l'avenir. Donc, simplement vous remercier tout le monde, tous les panélistes pour vos interventions, tous les participants pour votre participation active. Comme j'avais dit, on va mettre tout sur le site web de Hakwa 2 et on vous invite à visiter ce site web qui a été récemment relancé avec tous les résultats de Hakwa 2. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon après-midi et on va vous revoir certainement bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Merci tout le monde, Au revoir merci. tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci.